Bonjour, merci à ceux qui sont là aujourd'hui. On est de retour après des témoignages et on va commencer notre premier atelier qui va être animé ou co-animé avec moi, avec Madame André Hergeau, en fait, docteur André Hergeau, qui est médecin de famille maintenant à la retraite, mais je pense que c'était sa pratique dans la région de Québec. Et puis, mais elle va aussi faire un témoignage parce qu'elle a aussi vécu de l'erreur diagnostique à la recherche d'un diagnostic pour sa fille. Donc, elle va nous faire un témoignage. Puis Will give après, us a testimonial. vous avez vu, le titre de l'atelier, c'est comment amener les médecins à penser au rare. On va essayer d'échanger, de trouver des solutions avec vous, là, qu'on pourra, des solutions qu'on pourrait voir après poursuivre, là, pour sensibiliser le plus possible le milieu médical. Alors, André, si tu veux ouvrir ton micro et je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez? Vous Oui. m'entendez? Oui, bonjour. Alors, merci de m'avoir invité. Merci aussi au RQMO qui a fait vraiment une panoplie de conférences tout le mois de février, toutes plus intéressantes l'une que l'autre. Alors, moi, je suis ici ce matin comme médecin de famille, comme personne avec une maladie rare et ma fille qui a une maladie rare. Alors, je vais mettre mes lunettes. Alors, moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 55 ans. Suite au diagnostic de ma fille a été diagnostiquée à l'âge de 25 ans. Et j'avais beaucoup moins de symptômes qu'elle, mais j'avais tout de même des symptômes, mais j'en parlais pas parce que je me disais qu'on allait me faire un diagnostic psychiatrique. Notre maladie, c'est le syndrome de l'air dans l'os, et il y a des symptômes dans tous les systèmes. Alors, comme médecin, je me disais, je sais que j'ai quelque chose, je sais qu'il se passe quelque chose, mais je suis mieux de pas en parler. Ma fille était beaucoup plus atteinte que moi. Elle était malade, elle avait des symptômes dès la naissance, mais vraiment vers l'âge de 12 ans, les symptômes sont devenus une embûche aux études à faire quoi que ce soit. Alors, il a fallu aller en diagnostic. Elle a eu un premier diagnostic d'arthrite qui l'a amené à prendre des médicaments biologiques qui ont eu chez elle des effets secondaires importants et surtout de l'inefficacité. Alors, suite au fait que les médicaments étaient inactifs, après plusieurs années, on lui a fait un diagnostic de troubles somatoformes. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui se retrouvent là-dedans, qui ont eu toutes sortes de diagnostics psychiatriques, là, autant le trouble factice, somatoforme, trouble de conversion, aussi dépression, d'autres diagnostics comme la fibromyalgie. Donc, je voulais vous parler un petit peu du trouble somatoforme. Je trouvais ça important parce que ça va nous aider à trouver des pistes de solutions puis voir comment on peut faire pour arriver à un diagnostic. Alors, je vais vous lire la définition abrégée du DSM-5 du trouble somatoforme. Alors, premièrement, on sait que c'est un diagnostic d'exclusion. Quand on ne trouve rien, qu'on ne sait plus, ben, c'est une belle petite case dans laquelle on peut le mettre. C'est correct, on continue. Alors, le diagnostic de trouble somatoforme est posé après une investigation appropriée, qu'on trouve appropriée, où les symptômes ne peuvent pas être expliqués par une condition médicale connue. Alors, moi, je vais faire du chemin sur la condition médicale connue d'un médecin, du médecin qui vous investigue, pas connue de toute la science totale. C'est ici que ça se joue. Okay? Puis moi, je dis en même temps, c'est drôle, mais je me suis mis à penser à un moment donné, peut-être que le trouble somatoforme, ça n'existe pas. C'est juste ce que nous, les médecins, on ne sait pas, puis on met ça là-dedans. On verra un jour, quand la science va évoluer. Mais moi, je dirais, et si ce n'était pas un trouble somatoforme? Et si le médecin n'avait pas pensé à tout? Et si le médecin ne savait pas tout? Et si notre formation de médecin a oublié de nous former ou nous ouvrir les yeux sur les 7000 maladies génétiques rares. Alors, c'est de là qu'on parle. La plupart des qui sont ici aujourd'hui vont se reconnaître. Donc, comment on peut amener un médecin à penser plus loin que
arrêter et dire, ben moi, je ne sais plus, donc c'est un trouble somatoforme, c'est un trouble factice, c'est un trouble de conversion, c'est de la fibromyalgie, etc. Alors, il y a plusieurs volets à ça. C'est là-dessus qu'on va discuter. Le premier volet, c'est la formation. Il faut que le médecin soit formé. Le médecin ne peut pas apprendre les 7000 maladies rares, mais il peut savoir qu'il y a des places où on peut aller, où on peut envoyer notre client pour aller plus loin dans le diagnostic. Il faut peut-être connaître le RQMO. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai connu ça avec ma fille. Il faut que le médecin, comment je dirais, bon, j'ai oublié de vous dire, j'ai des petits blancs de mémoire. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler. J'ai des décrochages cognitifs et je viens d'en avoir un. Je m'en excuse ou je ne sais plus où je m'en vais, mais ça revient toujours. Alors, il faut connaître les registres, tous les registres qui existent. C'est-à-dire qu'il faut connaître la source, où aller pour avoir accès à ces registres-là. Et ce que j'ai vu dans le mois, j'ai pu assister à quelques présentations. Ce que j'ai vu, c'est que de plus en plus, il y a des registres vraiment sophistiqués. Je vais vous dire, je ne comprends pas tout, mais je vois que c'est vraiment sophistiqué, où on peut mettre les gènes, où on peut mettre des symptômes pour essayer de trouver quelque chose. Donc, il faut savoir où consulter pour ça. Donc, les universités, la Fédération des médecins omnipraticiens, par sa formation continue, devrait de plus en plus s'ouvrir à ces possibilités-là. Ensuite, il y a les questions des patients. On va en parler tout à l'heure, de demande de précision, de diagnostic, etc. Donc, quand on n'a pas de diagnostic, qu'est-ce qu'on fait avec le médecin qui est devant nous? Il faut essayer de l'amener à aller plus loin. Comment on fait? Un, on ne confronte jamais. Dans toute communication, on ne confronte jamais, ça donne rien. Deuxièmement, il faut bien préparer les entrevues parce qu'on est spécialiste de notre maladie. On est spécialiste de ce qui nous arrive. Donc, il faut d'avance préparer nos entrevues, écrire les symptômes, les définir exactement, les définir dans le temps. Quand est-ce que ça arrive? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Être précis, mais pas être long. Il faut vraiment y aller pinpoint. Il ne faut pas dire, ben là, quand j'étais à telle place, puis là, non. Telle date, il m'est arrivé telle chose suite à telle affaire. C'est comme ça qu'on va y en arriver. Le médecin, quand il voit, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps, et de moins en moins, parce qu'on essaie de mettre de plus en plus de clients à un médecin. Vous le savez, vous en entendez tous parler, il y a tellement de monde qui n'ont pas de médecin de famille. Alors, il faut vraiment y aller de façon précise. Il faut colliger les rapports médicaux, les faire suivre, observer et écrire les symptômes selon le temps et le traitement, comme je dis tout à l'heure. On ne peut pas contrôler les autres, mais on peut contrôler nous, comment on amène l'information, comment on fait suivre les dossiers, comment on fait en sorte que le médecin ait toute l'information pour se questionner, pour voir qu'est-ce qui se passe. Une des questions que moi, j'ai utilisées quelques fois, surtout avec ma fille, quand elle a eu des diagnostics de troubles somatoformes, quand elle était plus jeune, on disait qu'elle manipulait. Alors, je disais, bon, d'accord, vous dites que c'est de la manipulation. Aidez-moi à comprendre comment on peut penser que c'est de la manipulation. C'est quoi les signes, symptômes de la manipulation? On va regarder ça ensemble. Là, on regardait ça ensemble, puis ça ne faisait pas sens. Il n'y avait pas de manipulation. Alors, la même chose pour le trouble somatoforme. Aidez-moi à comprendre, d'après les critères du trouble somatoforme, après avoir éliminé toute autre chose, il y a des critères du trouble somatoforme. Aidez-moi à comprendre comment mon enfant pourrait avoir ça. Là, quand on décortique, ben, on arrive dans des trous et on voit que c'est pas ça. Alors, il ne faut pas juste dire, ah, OK, c'est ça, mais non, moi, je ne le crois pas. Il ne faut pas y aller. Il faut vraiment y aller sur. La question qui m'a le plus aidé, moi, c'est aidez-moi à comprendre comment. C'est-à-dire que je vais dans votre sens, aidez-moi à comprendre. Là, si ça ne marche pas, ben, il faut aller ailleurs. Voilà. Alors, ça, c'est le message que j'avais à vous passer. C'est mon expérience. Je pourrais vous en parler encore un petit bout de temps parce que ça a quand même duré 55 ans pour moi et surtout un bon gros 13 ans pour ma fille. Voilà. Maintenant, je pense que ce qu'on aimait, en discutant, Gaëlle et moi, c'était savoir, vous, c'est quoi votre expérience? C'est quoi vos idées là-dessus? Parce que chacun a un cheminement sûrement de plusieurs années et a d'autres idées qui pourraient aider tout le monde que nous, on n'a pas eu. Merci, André.
pour cette introduction. Puis, dans ma présentation ce matin, là, j'ai détaillé aussi là, la question des diagnostics psychosomatiques. Je vais dire, jusqu'à récemment, c'était difficile d'en parler. Puis que même moi, quand j'essayais d'en parler à des médecins, c'était pas bien reçu. Hein? Et je trouve là maintenant que dans les derniers mois, je trouve que dans mes conversations puis dans des présentations, ça semble plus... il y a des gens, en tout cas, plus à l'écoute. Puis vraiment, là, ce que tu nous dis, là, de votre formation qui fait qu'une fois qu'on a fait tous les tests examens et qu'on ne trouve rien, il n'y a que ça, les troubles somatoformes comme diagnostic, là. Il faudrait un changement de paradigme, comme on dit, là, un changement de façon de voir. Puis, mais vraiment, on ne veut pas... je pense que les médecins se sentent attaqués. Peut-être qu'on les accuse quand on parle de ça, mais je pense que nous, on a tellement de témoignages que ça arrive dans le réseau de la santé puis comme je dis, on a des statistiques à présenter bientôt là, pour le syndrome précis là, dont tu as parlé, mais qu'il faut là, engager une conversation. Puis, tu as posé une très bonne question, là. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que comment ça s'appelle, la Bible là, des maladies, des troubles psychiatriques, là? Le DSM. C'est ça, le DSM. Est-ce que vraiment, là, il y avait peut-être, en fait, inclus plein de personnes avec des maladies rares dans leur diagnostic? Sûrement. Et oui, tout à fait. Puis, moi, j'ai un exemple qui est tellement que tout le monde connaît, entre tous les gens de mon âge, les problèmes d'estomac, les ulcères d'estomac. On disait que c'était psychosomatique. En 1980, quand j'ai étudié, en 1985, on disait que c'était psychosomatique. Puis d'un coup, on s'est aperçu que c'était le Helicobacter bactérie, l'Helicobacter pylori, toute une psychosomatique, une bactérie. Mais je voudrais revenir aussi sur quelque chose que tu as dit, Gail, c'est que quand on parle aux médecins, ils se sentent attaqués. Moi, personnellement, comme médecin, je ne me suis jamais vraiment sentie attaquée. Je me suis toujours sentie impuissante. Alors, des fois, si on change notre façon de voir par rapport aux médecins devant qui on est, ça va être plus facile pour nous de mieux interagir. Personnellement, parce que je sais aujourd'hui que j'ai manqué 2 maladies rares dans ma vie, et j'ai plus accès à ces gens-là, et j'en suis très déçue, parce que c'était dans l'Outaouais, j'ai changé, donc j'ai plus les dossiers, j'ai plus rien. Je suis certaine que ces gens-là avaient des maladies rares, mais je leur ai jamais dit que c'était psychosomatique. Je leur ai dit, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je peux pas trouver, je vous ai envoyé voir plein de médecins, je sais pas. Peut-être qu'un jour, les symptômes vont se préciser, qu'on va savoir, mais j'ai jamais dit que c'était psychosomatique. Jamais. Pour moi, c'était pas possible. Mais vraiment, le sentiment que j'avais devant certaines personnes avec qui j'avais de la difficulté à trouver, c'était vraiment un symptôme d'impuissance parce que moi, j'ai été élevée, fabriquée comme médecin pour aider, puis là, je trouve pas de diagnostic. Alors, des fois, il faut changer notre lunette puis il y a des médecins qui se sentent vraiment attaqués, c'est certain, mais je pense pas la majorité. Mais il y en a, oui. Il y en a qui sont assez narcissiques, donc ça peut être difficile. Là, il y a une fermeture. Il faut justement essayer d'aller ouvrir la porte sans attaquer, en disant, aidez-moi à comprendre. Mais vraiment, c'est un sentiment, moi, d'impuissance que j'avais. Puis impuissance, d'autant plus que là, toi, tu n'avais pas de ressources. Tu sais pas où j'envoie ce patient-là maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu l'envoies à plusieurs personnes, ça revient, mais il faut juste garder, parce que le médecin, si on réussit à garder un bon lien, il va continuer à chercher avec nous et on ne vivra pas au moins, parce que c'est terrible de ne pas être cru. Moi, je dis que c'est cruel de ne pas être cru. C'est cruel quand on ne croit pas notre enfant. On ne vivra pas ça. On va peut-être, en gardant le canal de discussion ouvert, au moins on va dire, OK, ça va mal, on n'a pas trouvé, mais il me croit. Donc, ça me donne de l'énergie de continuer positivement, d'observer les symptômes. Ça m'ouvre à mieux intervenir pour mon enfant, pour moi-même, envers le médecin, envers le système de santé, parce que c'est un système de santé au complet. Hein, parce que souvent,
Moi, je le vois aussi avec les infirmières. De plus en plus, dans les urgences, ben là, ça se peut pas. Ben, attends un petit minute. Oui, ça se peut, ça a été diagnostiqué. Non, non, c'est pas. Non, non. Regarde, tu le sais. Alors, puis devant plein de personnes, même quand ma fille était à l'hôpital, ils voulaient l'entraîner parce qu'ils disaient qu'elle faisait exprès de pas vouloir marcher parce que ses hanches se subluxaient. Ils voulaient l'entraîner. Alors, c'est tout un système au complet. Mais il faut quand même rester ouvert et il faut amener la personne qu'on reste main dans la main pour cheminer. Oui. Merci. Écoute, on va regarder. Là, moi, je n'ai pas la fenêtre devant moi, mais OK. Je pense que là, je vais l'avoir. S'il y a des personnes, là, en tout cas, on vous invite. Là, c'est un atelier. On veut, comme André disait, que vous nous parliez de votre expérience, mais surtout, on est là aussi surtout pour trouver des solutions, donner des conseils. Vous pouvez demander à André aussi des conseils parce qu'elle vient d'en donner là, des bonnes idées. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... S'il n'y a pas de questions, il y a une autre chose aussi peut-être, Gail, qui serait intéressante, c'est que tu fasses un résumé du dernier mois qui vient de passer avec toutes les nouvelles bases de données, puis comment y accéder. Ce serait quelque chose de peut-être intéressant que les gens pourraient amener à leur médecin. Les bases de données dont tu parlais là, tantôt? Il y en a une en France là, qui avec nous. Il y en a une autre c'est ça, je vais préciser ça, puis après ça, il y a une personne là, qui a levé la main. Je vais préciser. Nous, on a commencé notre projet à l'automne là, sur les registres de patients. Mm-hmm. Et puis, bon, au Québec, la situation, puis c'est au Canada au complet, là, la situation, non, ça n'existe pas un registre de maladies rares. Quand on donne le chiffre de 700 000 personnes avec des maladies rares au Québec, là, on n'a même pas d'idée. Il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques. On n'a pas de registre centralisé de ça. Les codes, il y a des codes qui sont utilisés à la RAMQ, mais c'est plus pour des pathologies, là, puis c'est plus pour la facturation. Donc, ce n'est pas par maladie. Puis, en fait, il y a des maladies communes sont là-dedans, mais maladies rares inexistantes. Donc, il n'y a pas de code précis pour faire des statistiques. C'est toute une histoire, le dossier médical électronique au Québec commun. Fait qu'on vient de commencer, là, il y a à peine un an, là, avec un dossier où pas tout est centralisé. Donc, c'est pas possible là, de savoir. Et donc, il y a les initiatives dont j'ai parlé. Mais il y a même plus que ça ailleurs. Là, on attend, il y a le projet Réseau Ensemble avec l'Université de Sherbrooke, le RQMO est partenaire avec Dr Anita Burguin à l'Université de Paris. Et ce qu'on veut faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle, toutes sortes de moyens informatiques, numériques, pour accéder à toutes les données des dossiers médicaux. Puis, eux, ils veulent spécifiquement pour les maladies rares. Donc, trouver dans le dossier médical des personnes qui sont semblables, qui ont des symptomologies semblables, puis peut-être que là, on peut revenir au médecin puis suggérer un diagnostic ou suggérer de les analyser ensemble. Ou ensuite, il y a les gènes, là, on peut voir, on n'a même pas vraiment... il y a plein de gènes qui ont été découverts avec certaines manifestations de maladies, puis c'est pas centralisé. Là, on va avoir le réseau diagnostic moléculaire pour le Québec où les tests vont se faire ici. Donc là, on va avoir une base de données, puis il semble qu'on veut y mettre les données génétiques déjà existantes. Fait que c'est des choses en cours. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre après les initiatives ici. Il y a des initiatives qui existent ailleurs. Les associations de patients, c'est surtout vient des États-Unis. Ils se sont tannés d'attendre que les médecins mettent sur pied des registres. Puis quand les médecins mettent sur pied des registres, médecins, chercheurs, cliniciens, c'est toujours... Ils refont un registre à leur façon, ils mettent les données qu'ils veulent, qui viennent du dossier médical, il leur faut des ressources faire ça. Fait que ça coûte de l'argent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui... Donc, ils se sont tannés, les grosses associations, entre autres, ont commencé à dire, on va faire nos propres plateformes de registres.
Et ils ont travaillé aux États-Unis avec le NIH, le FDA, pour que ça soit compatible pour la recherche, pour l'évaluation de médicaments, l'uniformisation des données. Puis ce qu'ils ont spéciaux, ces registres-là, c'est que les personnes peuvent elles-mêmes entrer aussi leurs données. Donc, et on peut y mettre des questionnaires que les gens répondent. Les chercheurs peuvent proposer des projets de recherche, puis des questionnaires. Puis les données appartiennent aux patients. C'est eux qui contrôlent les données qu'ils veulent rendre disponibles pour la recherche. Évidemment que les chercheurs et toute autre personne n'ont que des données anonymes. Mais ça fait avancer la recherche. Puis pour ton information, il y a NORD aux États-Unis, National Organization of Rare Disorders, qui en ont un pour les non-diagnostiqués. Donc, aux États-Unis, ils sont très avancés pour les sans-diagnostic. Ils ont un réseau opéré par le NIH qui regroupe 13 gros centres aux États-Unis. Ça s'appelle le Undiagnosed Network. C'est eux, donc, là, n'importe quel médecin peut présenter le dossier de quelqu'un à ce réseau-là, dans ces centres-là, pour élucider le diagnostic. Évidemment qu'il y a des Canadiens qui ont voulu y participer, mais là, c'est pas très possible. Donc, ça, c'est difficile parce que... Mais il y a les registres, puis le registre, ça peut même vous permettre de trouver quelqu'un qui n'a pas de diagnostic, de trouver des personnes semblables à vous. Il y en a un autre, MyGene2, à l'Université de Washington, où on peut même mettre les fameux variants qui ont été trouvés. Fait que nous, on a tout répertorié ça à l'automne. On a une personne qui s'occupe de ça, Laila Tidadini. Puis, on va publier là, la liste de toutes... Bon, il y en a 150 à peu près qu'on a répertorié. La plupart, c'est pour des maladies spécifiques. Mais ça veut dire que quelqu'un a son diagnostic. Oui. Mais il y en a pour les non-diagnostiqués. Et il y en a pour le fameux syndrome Ehlers-Danlos. Il y en a un où, même si on n'a pas le diagnostic précis, on soupçonne qu'on a le diagnostic, on peut aussi y mettre ses données. Puis ça, c'est une grande étude internationale qui est en train de se faire. Donc ça, nous autres, on fait une campagne pour dire... on n'attend pas, on ne sait pas, ça prend du temps à la recherche, ça prend du temps. Puis nous, cette année, on va mettre sur pied un registre pour tout le monde qui veut entrer ses données parce que, comme je l'ai dit, il y en a 150 pour des maladies spécifiques, mais nous, on voudrait que les gens au Québec puissent rentrer, quelle que soit leur maladie. Fait que ça, même mais ça, c'est... Oui. Même les non-diagnostiqués. Parce qu'il y a celui du CHUL aussi. Celui du CHUL là, qui prennent les gènes, ceux qui sont non diagnostiqués là, actuellement. Non, mais ça, c'est des projets de recherche où eux, okay. il y a des critères de recrutement, ils rentrent des gens, puis là, ils font une base de données. C'est sûr, ils font une base de données. Puis là, c'est entre chercheurs, parce qu'il y a eu l'autre groupe, là, je ne sais pas si tu l'as écouté, Care for Rare, qui est pan-canadien. Oui. Entre chercheurs, ils se partagent des données, puis comme ça, ils ont résolu des diagnostics comme ça. Et comment les gens qui n'ont pas de diagnostic ici au Québec peuvent avoir accès à ces plateformes-là? Savoir, via leur médecin, comment les gens qui n'ont pas de diagnostic, qui se posent la question, bien moi, j'aimerais ça, là, que quelqu'un aille voir dans ces bases de données, si moi, je cote pour quelque chose, comment on peut faire? Bon, ben il y a juste quelques groupes là, comme ça qui font des recherches comme ça. Fait qu'il y a Tommy qui a parlé de Dr. Jacques Michaud. Tantôt, Dr. Jacques Michaud à l'hôpital Sainte-Justine, il fait ce type de recherche-là depuis plusieurs années. Il y a un centre de génomique clinique pédiatrique qu'on appelle. Puis, il y a ce projet PRISM à Québec. Puis, il y avait déjà une initiative, je ne sais pas si c'est encore en cours au CHU de Sherbrooke. Mais il y en a que c'est des critères précis pour rentrer. Fait qu'en tout cas, je pense que, puis nous, on pourrait l'ajouter sur notre site, mais il faut que le médecin contacte là, ces chercheurs-là, ces médecins-là, pour savoir si la personne est éligible à ce projet-là. Puis c'est pas tout le monde. Donc, la personne qui n'a pas de diagnostic pourrait aller voir sur votre plateforme quels sont les projets, remettre ça à son médecin qui pourrait contacter. On les a pas mis là parce qu'on les donne, on en parle à notre centre IRAR.
Mais on pourrait le faire, puis si les gens veulent contacter, mais je vous avertis, là, c'est de la recherche. Je veux que vous compreniez bien ça. Oui. C'est de la recherche. Quand il y a de la recherche, il y a des critères précis pour rentrer dans un projet comme ça. Et ça prend énormément de temps. Il y a des gens qui ont attendu des années avant qu'on ait trouvé quelque chose, puis encore plein de gens. Par exemple, le chercheur Serge Rivet, il disait qu'il y avait 140, 150 familles, puis il a résolu pour 31. Là. C'est ça il faut comprendre ça. C'est difficile. Je ne veux pas dire que c'est facile d'accès. Ce qu'on demande, jusqu'à maintenant, ça a été refusé. Ce qu'ils font, c'est du séquençage exomique. Puis ça a été refusé de faire ça automatiquement en clinique quand on soupçonne un syndrome génétique. Okay? Jusqu'à maintenant, ça a été évalué là, sous l'ordre du ministère par l'INES il y a quelques années, puis on dit non. Mais là, on est en train de monter au Québec le réseau québécois de diagnostic moléculaire où on va avoir nos plateformes de séquençage ici au Québec parce qu'on envoyait les tests beaucoup à l'extérieur. Il y a une partie de ça qui va être à Montréal, une partie à Québec. Puis là, on espère, ça aussi, ce ne sera peut-être pas en 2022, là, que le séquençage comme ça puisse devenir un test clinique. On en a parlé avec Mme Kristen Kernohan qui a présenté pour Care for Rare lors de un des webinaires. Puis eux, en Ontario, ils ont commencé à l'offrir en clinique. Fait que c'est ça, ça avance pas vite. Et puis, c'est ça, c'est pas, pour l'instant, c'est la recherche, mais un registre d'informations qui peut aider à faire avancer la recherche. Il y en existe pour les non-diagnostiqués, puis nous, on veut en mettre un sur pied au Québec, que les chercheurs pourront utiliser aussi. OK, fait que il y avait Madame, la première qui a levé la main, à ma connaissance, c'est Madame Nathalie Martellino. On peut lui donner la parole. Vous m'entendez? M'entendez-vous? Oui, oui. Oui, OK. J'ai pas entendu votre nom de famille, Dr. André. Votre Vierge. nom, je sais pas. Okay. Vierge. Ça commence par Y. Oui, OK. Moi, j'ai une question à vous poser parce que j'écoutais l'approche que vous suggérez quand on va voir un médecin. Et c'est tellement ce que je faisais parce que je suis tellement consciente que les médecins ont peu de temps et que c'est bon, ce sont des gens objectifs, fait que c'est pas le temps de commencer à faire du blablabla. Alors, j'arrivais là avec des documents préparés. Je faisais des synthèses de résultats de labo. Je synthétisais ça dans un tableau. Fait que j'avais un tableau comme endocrinien, cardiaque. Et pour faciliter la chose, mais ça jouait à ma défaveur. C'est que là, je passais pour la personne qui veut... C'est incroyable. Puis, bon, comme j'ai déjà dit à un médecin, ça, j'ai pas été gentille, mais j'ai dit, je peux pas me faire une lobotomie non plus, là, pour vous. Moi, j'essaie... c'est ça. Et ça jouait contre moi. Alors, j'ai passé par toutes les approches possibles. Des fois, les gens me disaient, dis rien, arrive là comme n'importe qui. Mais ça, c'est pas mieux parce que je veux dire c'est trop vaste. Je veux dire. Alors, et l'attitude aussi. Au début, je leur disais même, écoutez, si vous trouvez, là, moi, je vais faire je vous donne des semaines de mon temps gratuit. Je vais travailler pour vous. Je ferai le ménage de vos dossiers, whatever. Il n'y a pas une méthode que je n'ai pas essayée, mais je réalise que plus souvent que jamais, quand je suis excessivement préparée, puis que là, je sors un mot comme clévus, puis que le médecin ne sait pas c'est quoi, puis que j'ai une lésion sur le clévus, etc. À un moment donné, je me suis fait dire, vous devriez arrêter d'aller sur le docteur Google. Ça m'a tellement insultée. Moi, j'allais à la bibliothèque de la faculté de médecine, je lis des publications médicales, je ne vais pas sur le docteur Google. Alors, c'est difficile de trouver la bonne approche. Vous avez raison. Ouais.
Et il faut, ce que moi j'ai compris, ce que moi j'ai appris, parce que étant médecin avec ma fille, je me faisais des fois juger comme, ce médecin-là est fou, je me faisais juger, il ne faut plus écouter ça. Il ne faut pas écouter ça. Il faut écouter sa petite voix à l'intérieur qui dit, écoute, moi je veux un diagnostic, je veux être traité, je vais faire ce qu'il faut. Parce que damn if you do, damn if you don't, vous connaissez cette expression-là, tu es jugé si tu le fais, tu es jugé si tu le fais pas. Ça va être comme ça va être toujours comme ça. Si vous êtes allé chercher de la bonne information, que vous amenez la bonne information, vous avez raison. Puis, si vous ne faites pas, et vous arrivez avec rien, bien, vous n'aurez jamais de diagnostic. Alors, il faut, comment je dirais, il faut s'en foutre du jugement. L'important, c'est le résultat. Parce que oui, vous allez toujours être jugé. Puis, je le sais, écoutez, avec ma fille, vous voyez, ça a pris 13 ans et ça a été terrible. Quand elle a eu un diagnostic de trouble somatoforme, ça a pris 4 semaines. Parce que chaque semaine, à l'hôpital, le médecin changeait. Ça a pris 4 semaines avant que le médecin dise, bien, Laurence, tu me parles d'un syndrome de l'air dans l'os. Montre-moi donc ça, tes papiers, toi. Tout le monde me dit que ça n'a pas d'allure, mais moi, je voudrais voir ça. Et après 4 semaines, elle a regardé ça, elle a dit, c'est pas fou ton affaire. Regarde, j'appelle la généticienne, puis on t'envoie. Cette semaine, elle a vu la généticienne, elle a sorti de l'hôpital rapidement. Ça a été le diagnostic, il l'a envoyé en réadaptation, mais ça a été 3 semaines avant qu'elle arrive, d'horreur. Mais on a continué. Moi, je me disais, même, ils peuvent me juger, c'est moi. Je connais mieux ma fille qu'eux autres. La 3e semaine, c'est un médecin qui travaille avec moi en clinique, qui était là, et il m'a dit, mais André, pourquoi tu veux que ta fille soit malade? J'ai dit, de quoi tu parles? Mais c'est écrit qu'il y a peut-être un syndrome de Munchausen. J'ai dit, t'es pas sérieux, ça n'a pas de bon sens. Il dit, moi, je te connais, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir... Non, lui, c'était la 5e semaine. Il faut te faire sortir d'ici. Il faut faire sortir ta fille d'ici, ça n'a pas de bon sens. Ça a pris quelqu'un qui me connaissait depuis longtemps pour dire, mais voyons, elle n'est pas folle, hein? Mais je me faisais juger, voyez-vous, alors que j'ai des connaissances. Vous allez toujours vous faire juger. C'est vous qui avez raison. Si vous restez ouverte, respectueuse, continuez comme ça. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Justement, il y a quelqu'un qui nous a écrit dans le chat, là, je ne sais pas si elle veut après préciser, elle a écrit « Quand j'estime qu'un médecin m'aide, je me fais un devoir de le remercier. C'est comme ça que je me suis trouvé un médecin de famille. Le cancer inflammatoire du sein est souvent mal diagnostiqué. J'ai envoyé une lettre au médecin qui l'a soupçonné et peut-être permis que je sois diagnostiquée avant d'avoir des métastases. » Bon, je pense que c'est ça la clé, là. Je suis certaine qu'après avoir vécu tous ces obstacles avec les médecins, on peut se sentir très agressif. Hein? Et cette personne-là n'a pas eu peur de faire différemment aussi. Elle a écrit, elle a dit, écoute, merci, voici. Elle a écrit, elle n'a pas eu peur de faire différemment, elle s'est fait confiance. Oui, mais pour les personnes comme la dame qui vient de parler, là, c'est sûr que ça arrange jamais les choses, comme tu disais au départ, en conflit. Là. Non, il ne faut pas être en conflit, mais il faut se faire confiance dans les démarches qu'on fait, dans les recherches qu'on fait, dans les symptômes qu'on voit chez notre enfant ou les symptômes qu'on ressent. Il faut se faire confiance et montrer qu'on est sûr, mais il faut se faire confiance. Puis on peut faire justement différemment, écrire une lettre au médecin. Il y en a beaucoup qui n'oseraient pas. Non, ce n'est pas des intouchables. On leur écrit, puis on verra ce qui va arriver après. S'il est fâché, ben, il se défâchera. Qu'est-ce que tu veux? Il a perdu une fâche. Moi, c'est comme ça que je vois ça comme ça. Mais c'est dans le guide, c'est correct. Dans le guide qu'on va lancer, c'est ce qu'ils donnent comme conseil. C'est vous qui savez, là, mais eux autres aussi donnaient les bons conseils de les écrire. Il faut que ça soit bref, il faut que ça soit... on a entendu des histoires de gens qui arrivent avec leur valise, là, leur cartable, puis on comprend, les dossiers ne sont pas centralisés, mais souvent c'est mal reçu là, par les médecins que la personne veut tout présenter son dossier malheureusement, mais être organisé, présenter les nouveaux symptômes, en tout cas c'est ce qu'on recommande dans ce guide-là. Moi ça m'est arrivé d'arriver avec une feuille avec tous les symptômes en pinpoint. Tu donnes au médecin, tu dis, mets ça dans ton dossier électronique. Et le médecin est content, il n'a pas à le recopier. Ou il dit, ah, OK, ben on va le regarder ensemble, on va partir de tout ça. S'il n'est pas content, ben, qu'il le mette de côté. Vous le présenterez à quelqu'un d'autre.
Mais vous, de toute façon, déjà, ça vous a aidé à faire une bonne synthèse dans votre tête. Parce qu'en mettant ça, en mettant les choses sur papier, ça nous aide à faire une bonne synthèse. Ça nous aide à mieux se comprendre aussi en même temps. Oui, j'ai eu l'expérience d'accompagner, moi, certains patients, voire des spécialistes. Puis dans un cas, j'ai accompagné la dame, un spécialiste X. Puis, quand on est rentré dans la salle de consultation, ben la dame, elle a voulu tout, parler de tout, toute sa situation, de comment ça, depuis le début, comment ça a progressé. Puis le médecin l'a arrêté tout de suite. Je suis désolée, mais moi, je suis spécialiste de ça. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous êtes ici. Vous devez avoir des problèmes avec ce système-là. Dites-moi ça, puis on va voir ce qu'on peut faire. Tu l'as dit, le temps. Ils n'ont pas le temps. Puis ça, c'est un problème pour les maladies rares parce que c'est sûr que ça doit demander plus de temps pour les maladies rares. Puis ça ressort, il y a une étude qui est en train de se faire par une étudiante au doctorat à l'Institut de recherche clinique de Montréal, puis c'est ressorti dans les entrevues. C'est clair que souvent, surtout que les spécialistes, c'est déjà très, très bref d'habitude là, pour des maladies connues. Fait qu'imaginez là, pour des maladies rares, mais en quelque part, il va falloir qu'il y ait une place où les gens peuvent. Il y a quelqu'un, c'est Joanne, je pense, qui a parlé. À un moment donné, il y a eu une équipe multidisciplinaire qui ont regardé le dossier ensemble. Mais ça devrait se faire, ça. Il y a un autre truc aussi que les médecins avec lequel les médecins ont beaucoup de misère, c'est les gens qui arrivent, qui ont eu beaucoup d'expériences négatives, et on ne les nie pas, mais parlez-nous-en pas. On n'a pas le temps pour ça. Moi, ce que je veux entendre aujourd'hui, c'est quoi qui ne va pas aujourd'hui. On essaie de refaire le diagnostic. Dites-moi les diagnostics qui ont été essayés, les traitements qui n'ont pas. Mais chialez pas avec tous les gens que vous avez vus avant. On n'a pas le temps pour ça. On perd notre temps précieux. Et entendre parler en mal de nos confrères, on n'aime pas ça. Comme tout le monde, on n'aime pas. Mais souvent, on perd beaucoup de temps là-dessus. Passez pas de temps là-dessus. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est quoi les symptômes? C'est quoi les diagnostics qui ont été faits, ça n'a pas marché? C'est quoi les tests qui ont été faits, les résultats? Et on part pour un diagnostic. Fait qu'il y a Madame Germain, justement, là, qui va peut-être au micro ajouter là, ce qu'elle avait écrit là, dans le chat. Oui, parce que ce que je voulais préciser, c'est que dans le fond, la lettre que j'ai envoyée, c'était après le diagnostic. Parce que quand j'ai découvert que c'était souvent mal diagnostiqué à ce moment-là, là, j'ai envoyé la lettre, mais moi, un médecin, à la fin du rendez-vous, il sait que ça peut être diagnostiqué, ça peut être dire aussi. Vous l'avez dit que vous étiez satisfaite, là, qu'il a trouvé un diagnostic. Ouais. Oui, j'ai remercié qui m'avait peut-être sauvé la vie, oui. Puis merci. Ça a été la pierre angulaire, c'est mon phare dans mon équipe médicale. André, je ne sais pas pourquoi on n'entend pas. Parce que j'avais enlevé mon micro. Alors, souvent, on oublie de dire merci. C'est très bien. C'est sûr que ça renforce le lien. Même des fois aussi, un médecin qui n'a pas trouvé le diagnostic puis qu'on le revoit, ayez pas peur de lui dire. Ça va faire partie de son apprentissage. S'il est assez ouvert, il va dire, OK, j'ai eu tel symptôme, puis j'ai manqué ça, la prochaine fois, je ne le manquerai pas. Alors, de la façon dont c'est dit, écoutez, je sais qu'on ne l'a pas trouvé, c'était difficile, mais voici, finalement, le diagnostic a été fait, c'était telle chose, si vous avez l'occasion, c'est jamais une mauvaise idée. Ça fait partie de la formation continue du médecin. Là, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, mais j'aimerais ça qu'on revienne parce que sur comment, entre autres, toi, tu posais une question au médecin. Oui. Comment, tu sais, comme tu disais, quand ils ont dit pour ta fille, c'est un trouble somatoforme, ben toi, calmement, tu as demandé, oui, ben expliquez-moi comment, pourquoi vous dites que c'est un trouble somatoforme. De la même façon, tu as dit, quand ils ont dit qu'elle manipulait, ben expliquez-moi pourquoi vous voyez qu'elle me manipule. Donc, puis ça, peut-être les gens ont peur de poser des questions. Je sais que moi, ça m'est arrivé, tu sais, qu'un médecin, de me dire après, quand je suis sortie du bureau, « Ah, mais pourquoi je n'ai pas posé ça? » Là,
Je pars avec un questionnement. Donc, calmement, poser une question simple pour avoir plus d'explications. Comme dans toute communication, on ne demande pas à la personne de se justifier sur son diagnostic. On dit, aidez-moi à comprendre. Okay. Pourquoi ce serait ça? C'est quoi les critères de la manipulation? Les critères de la manipulation, c'est quand quelqu'un veut quelque chose, il va tout faire pour l'avoir. Par exemple, ma fille avait la fête anniversaire de sa plus grande amie. Elle voulait y aller le matin, pas capable d'y aller. OK? Puis, 3 semaines après, c'est la fête de quelqu'un dans sa classe de maternelle, puis, qui n'est pas très importante pour elle, mais là, elle est capable d'y aller. Je dis, ça ne marche pas, vous me dites qu'elle manipule, elle ne serait pas allée à celle-là. Ou, tu sais, je regardais, c'est quoi les critères? Puis, avec les critères, je lui donne des faits, ou je réfléchis, parce que des fois, c'est la fois suivante, donc je réfléchis, ou j'observe. Puis, ben, le trouble somatoforme, c'est quand ça ne fait pas son affaire, elle développe des symptômes. Quand ça fait son affaire, elle n'en développe pas de symptômes. Ah, ben là, ça n'a pas marché. Regardez, il s'est passé, on s'en allait à telle place, elle aime beaucoup ça, puis elle n'a pas pu venir parce qu'elle avait eu tel symptôme. Mais là, on ne faisait rien cette journée-là, puis elle est en pleine forme, puis est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, on prend les critères, on les écrit, puis vous dites au médecin, écoutez, je vais observer. Je vais observer ce que vous me dites, puis on va voir si c'est vrai ou pas. On ne se laisse pas fermer, parce que si on reste fermé parce que c'est un problème psychiatrique, on est fait. Il faut vraiment observer. Alors, par exemple, si quelqu'un, écoute, votre fille a fait une dépression, ou votre garçon fait une dépression. OK, parfait. Mais une dépression, c'est les symptômes d'affect plat est là tout le temps. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive à la maison, puis tout d'un coup, elle est de bonne humeur, puis tout va bien. Puis le lendemain, ça retrouve tout ça. Non, ça ne marche pas. C'est pas une dépression, ça. C'est d'autres choses. Alors, il faut aller chercher les critères. Puis on peut demander au médecin de nous les donner, nous les photocopier. On a un DCM, c'est écrit dedans, on a juste à les photocopier. Puis vous colligez ça avec vous ou votre enfant. Par exemple, je vais vous donner une idée. Dépression versus bipolaire, la maladie bipolaire. Okay? Alors, les gens mêlent souvent les deux, mais la maladie bipolaire, l'affect se module sans qu'il se passe rien, se module tout seul. Et le trouble d'adaptation, par exemple, l'affect ou le trouble de personnalité, l'affect va se moduler avec ce qui arrive. Quelqu'un s'est fâché, elle va être en colère, elle va faire une crise, alors que la maladie bipolaire, il va rien passer, tout va bien, puis d'un coup, la personne va être déprimée. Mais entre le trouble de personnalité, où la personne va être déprimée parce que quelqu'un lui a dit qu'il n'aime pas, puis la maladie bipolaire qui est déprimée, mais il ne s'est rien passé, c'est ça les critères. Comment on vérifie les critères? Là, je vous ai donné 2 choses faciles. Mais moi, c'est comme ça que j'en suis arrivée à convaincre. Je l'ai écouté, si ça n'a pas de bon sens, vos critères ne fonctionnent pas. Voici pourquoi. Voici les faits qui sont arrivés depuis ce temps-là. Alors là, les gens se sont dit, ouais, là, c'est difficile à justifier. Moi, j'arrive avec ça sur papier, puis je dis, mettez ça dans votre dossier. Oh, là, je vais mettre ça dans mon dossier, je ne peux pas laisser mon diagnostic là, je vais avoir l'air d'un con, il faut que je réfléchisse. Alors, c'est comme ça. Bon, mais c'est des bons conseils. Donc, puis, vous l'avez dit, là, puis c'est dit dans le guide aussi, c'est vous qui connaissez votre enfant, son vécu, puis c'est ça qu'il faut rapporter. C'est ça la réalité. Le médecin, il ne sait pas, lui, ce qui s'est passé, qu'elle est allée à une fête ou pas, là, tu sais, il faut le dire. Le guide, vaut la peine d'être lu, hein? Le guide que vous avez fait vaut vraiment la peine d'être lu. Ah oui, je vous l'ai donné pour lire. Bon, tant mieux, on va lancer ça, là, puis ça va aider. Il y a une personne qui nous a écrit, puis d'ailleurs, j'ai même oublié d'en parler. C'était dans mes diapos ce matin, là, quand j'ai listé là, les différents troubles comme vous l'avez fait, là, somatoforme, factice, Munchausen, procuration. Mais au bas de la diapo, ce que j'ai oublié de dire, puis ça, c'est des réalités qu'on connaît, là, nous, là, nous sont rapportées. J'en ai aidé même avec ces situations-là. C'est des signalements, soit pour violence conjugale, pour des femmes qui ont des ecchymoses ou certaines des fractures qui peuvent arriver. Mais ça peut même arriver à adulte, mais des signalements à la DPJ. 2 types de signalements. Un vrai signalement pour maltraitance, là, ça c'est déjà arrivé, puis, et ça arrive encore, ou un signalement parce que
la manière que les intervenantes à la DPJ avaient dit ça de mère, c'est acharnement médical. Il ne disait pas Munchausen, mais il disait acharnement médical. Donc, ici, il y a la personne qui dit qu'eux, ils ont dû passer des tests psychiatriques parce que j'ai été accusée de rendre ma fille malade parce que je faisais trop de recherches personnelles. On venait lui dire à ma fille, au pied de son lit, qu'elle n'était pas malade et que c'est maman qui lui nuisait. Ce qui me décourage, c'est que les médecins qui parlent en mal de l'autre médecin dans une même clinique, là, j'ai pas vu, là, c'est les médecins qui parlent en mal de l'autre médecin dans la même clinique. En tout cas, mais la situation là, de les mères qui se font accuser, là, on en a vu. Dans un cas, nous, on a intervenu, puis c'est sur notre site web, mais j'ai même fait un blog avec ça. J'ai intervenu pour expliquer c'était quoi le syndrome, que c'est un syndrome héréditaire. La mère, ce qu'elle a vécu quand elle était enfant puis qu'elle n'a jamais été diagnostiquée, là, c'est sa fille qui vit la même chose, qui est non diagnostiquée. Donc, c'est normal que la mère craint qu'elle n'ait jamais de diagnostic, qu'elle craigne que quelque chose arrive. Puis, j'espère avoir éduqué là, des intervenantes dans ce cas-là. Mais c'est ça, c'est une situation très difficile à vivre pour les parents, j'imagine. Quand on n'est pas cru, moi je dis que c'est cruel. C'est effrayant. Effectivement. Dans l'étude que je vous ai parlé, là, il y a des gens qui ont appelé ça aussi de la maltraitance. Là. C'est de la maltraitance. Puis l'autre chose qu'on a remarqué, c'est que c'est pas les personnes compétentes qui font des diagnostics psychiatriques. Il y a des gens qui ont eu, nous autres on connaît des gens qui ont eu justement un diagnostic de bipolarité, mais ça a été écrit dans le dossier par un médecin de famille. Il n'y a pas eu d'évaluation psychiatrique, puis ça a été écrit dans le dossier. Il y en a une autre qui a eu, dans une évaluation psychologique, un possible diagnostic de Munchausen par procuration, une mère, mais ça n'a pas été évalué par un psychiatre. À ma connaissance, là, c'est mieux que moi, mais c'est des diagnostics de psychiatrie faits par des psychiatres et pas par n'importe quel psychologue ou médecin, il me semble. Oui. Mais c'est ce qu'on a vécu, nous autres. Munchausen ou Munchausen par procuration, c'est comme ça que ma fille est rentrée à l'hôpital. Moi, je n'avais pas vu ça, je ne le savais pas. C'est le médecin de famille qui avait envoyé ça. Au lieu de dire, écoutez, investigation pour décrire le problème qu'il y avait, elle a fait son diagnostic, et c'est comme ça que ça a dérapé pendant 4 semaines. Ça a été terrible. Jusqu'à ce que mon confrère me dise, mais pourquoi tu veux que ta fille soit malade? Quoi? Mais de quoi tu parles? Là, il dit, regarde. Parce qu'il ne voulait pas me donner accès au dossier, mais il dit, regarde. Mais je dis, voyons donc. Il dit, André, il dit, il faut que ta fille sorte d'ici, puis vite, là. Il faut faire quelque chose, là. C'est parfait. Puis là, ça a ouvert la voie au vrai diagnostic. Bien, justement, ça aussi, dans ma présentation que tu n'as pas vue, là, je pense que je t'en ai parlé en personne. L'avocat spécialisé en santé au Québec, Maître Jean-Pierre Ménard, je l'ai déjà rencontré là, pour parler de ces situations difficiles. Là, puis lui, il m'a parlé d'un syndrome. Il appelle ça le syndrome de la page d'avant. D'-AVANT, la page d'avant. Fait qu'une fois qu'un médecin a écrit dans le dossier là, ses soupçons, que ce soit psychosomatique, somatoforme ou une maladie psychiatrique, il y a de l'acharnement pour trouver une maladie supposée rare. Une fois que c'est là, ensuite, là, ça suit là, les autres médecins qui lisent ça dans le dossier. Ils ont peut-être déjà un préjugé, là. Jusqu'à temps qu'on attrape un médecin qui peut-être, là, comme Joanne Bélanger nous a dit, là, d'autres médecins qui investiguent plus loin. Mais une fois que c'est écrit dans le dossier, ça suit. C'est le syndrome de la paresse aussi. On ne va pas re-questionner. Ah ben, tu sais, le diagnostic est fait. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Mais souvent,
Les médecins n'ont pas le temps. Moi, je vous dis, moi, j'ai pas pratiqué comme ça, mais j'ai pratiqué en CLSC. J'ai accepté de pratiquer à un tarif beaucoup plus bas, mais pour avoir le temps de voir les gens, on n'a pas le temps. Ils veulent encore mettre plus de patients par médecin, ça n'a aucun sens. On manque de médecins au Québec. À un moment donné, ils ont envoyé tous les médecins à la retraite, ils ont arrêté d'en former pour que ça coûte moins cher. On est là où on devait aller, là. Ouais. Donc, oui, puis la situation, il faudrait peut-être réagir, nous aussi, comme organisme, la situation. Beaucoup de personnes avec des maladies rares, déjà, en ont pas de médecin de famille, mais en plus, ceux et celles à la recherche d'un diagnostic qui n'ont pas de médecin de famille là, pour appuyer dans toute leur démarche. Ça n'a pas de sens, pas de chef d'orchestre. Non, pas de chef d'orchestre, pas de coordination. Moi, j'ai une partie de la liste des participants devant moi. Je ne vois pas de main levée, mais moi, je pense que je ne vois pas toute la liste. Là. Juste me dire, peut-être Luc qui est là, si lui, il voit d'autres mains, là, je ne veux pas manquer personne. Bon, il y a quelqu'un qui a écrit une question. Comment peut-on amener les médecins dans l'équipe médicale à parler entre eux plutôt que nous, les parents, soyons leur porte-parole entre eux, car je me sens comme un enfant pris entre les deux parents dans un divorce. Comment amener des médecins à parler ensemble? Écoutez, ils ont de la misère à voir leur clientèle. Déjà, parler ensemble, se rejoindre, c'est difficile. Dans le fond, il faut amener le médecin à se questionner assez, puis à mettre en doute assez son diagnostic pour qu'il ait envie d'aller plus loin, puis voir si ça ne peut pas être d'autre chose. C'est vraiment là que ça se fait. Maintenant, il faut dire aussi, par exemple, que maintenant, avant, quand le médecin prenait le temps, le médecin qui était en cabinet privé, prenait le temps d'appeler un spécialiste, il n'était pas rémunéré pour ce temps-là. Donc, il peut prendre 15-20 minutes, une demi-heure de son temps. Maintenant, il peut être rémunéré. Ça, c'est déjà quelque chose de très bon qui a été fait. Donc, le médecin de famille qui appelle un spécialiste pour avoir de l'information peut être rémunéré. C'est déjà une bonne chose. Mais il faut lui donner le goût au médecin d'aller plus loin. Donc, lui dire, mais je ne suis pas sûre, tous les trucs que je vous ai donnés tantôt pour ouvrir l'esprit. Puis bien avant ça, il faut les former. Puis là, je pense que le RQMO travaille beaucoup là-dessus, là, à former, à faire en sorte que les médecins de famille et les spécialistes qui sortent des universités soient ouverts, connaissent ça. Moi, des maladies rares, on a entendu parler de quelques maladies génétiques, mais quand Gail m'a dit qu'il y avait 7000 maladies rares, je dis, oups, il m'en manque une coupe. Et que ça peut prendre toutes sortes de formes, mais vraiment des choses qui peuvent avoir l'air très bizarres, comme le syndrome de l'air dans l'os. Je ne savais pas ça. Et en plus, le syndrome de l'air dans l'os, tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait les articulations laxes. On ne savait rien. Donc, il faut vraiment ouvrir. Donc, le génie en rare que tu as fait, Gail, il faut que ça aille plus loin, ça. Oui. C'est vraiment quelque chose de nouveau et de très important. Oui, puis, pour préciser, là, c'est sûr, là, on a eu la consultation enfin, après 12 ans, une consultation avec le ministère de la Santé et Services sociaux au mois de janvier et les autres associations de patients aussi, parce que c'est sûr que des associations de maladies spécifiques, il y en a aussi que pour leur maladie, le diagnostic est un problème ou la prise en charge. Donc, les solutions qu'on a mis de l'avant, là, c'est celles que nous, on pense c'est facile, ça coûte pas cher, puis on peut faire ça en premier. Parce que les autres solutions, genre faire des centres spécialisés, faire eux, ils parlent de centres de référence, de centres suprarégionaux, ça ne se fera pas rapidement, on le sait. Donc, on pense aussi là, que c'est la formation entrée dans les facultés de médecine. Là. Je ne vois pas pourquoi on attendrait encore 2-3 ans. Puis nous, on a fait cette initiative là, des questions pour le génie en rare, qui ne sont pas des questions juste sur des maladies, parce qu'ils n'apprendront pas ces centaines, milliers de maladies, mais sur l'approche, sur ce que on a mis vos voix dans des questions, là, ce que vous avez affirmé, que vous avez vécu. On leur a mis des questions sur des ressources.
Et bon, ça a été un succès, là, une trentaine d'étudiants qui ont étudié, puis ont bien étudié parce qu'il y avait toutes les questions bonnes. C'est sur le dernier jeu rapidité que le gagnant, c'est l'équipe gagnante s'est déclarée. Fait que et puis on pense qu'effectivement, ça va être des questions qu'on va mettre disponibles, là. Mais il y a aussi la formation continue des médecins déjà en pratique, qu'on pense qu'on doit enseigner une approche, comment comprendre les patients qui ont des maladies rares et leurs familles, leurs proches aidants, l'approche diagnostique et puis même les obstacles, connaître les obstacles qu'ils vivent, là, qu'ils n'ont pas de service et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Fait que je pense qu'il n'y a pas d'autres. Puis il est midi. Puis, comme je dis, un samedi en Zoom, c'est difficile. On va laisser les gens le temps d'aller dîner. Alors, cet après-midi, on revient avec... on sort du Québec, en fait. La première présentation a été préenregistrée avec un groupe en Angleterre qui s'occupe des personnes sans diagnostic qu'on a fait avec lequel j'ai fait une entrevue avec un témoignage d'un parent de l'Angleterre. Et ensuite, on va avoir Madame Isabelle Jordan, qui était présidente du Rare Disease Foundation, qui a vécu une errance diagnostique. Et on va lancer le guide qui a été fait là, sous son règne à elle au Rare Disease Foundation. Elle a même participé à l'étude. Merci, André. Merci beaucoup. Moi, je pense que ça a été très éclairant. Je suis contente que tu aies dit que, bon, dans le guide aussi, il y a des conseils. Ça ressemble à ce que tu as dit, mais il y a d'autres conseils. Puis, mais nous, on va, comme on l'a dit, on va continuer notre travail avec vous par rapport à tout ça. Et moi, je dis bonne chance à tout le monde pour trouver un diagnostic. Et n'oubliez pas, faites-vous confiance. Merci, André.